Ce journal vous est présenté par Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour votre rendez-vous de l'information. Voici les faits marquants qui dominent l'actualité ce soir. À Kinshasa, le lundi 15 décembre 2025 a débuté dans un climat de psychose. Un appel anonyme invitant à une journée morte et à des sit-ins a perturbé les activités malgré l'appel des autorités provinciales à la poursuite normale du travail. La circulation n'a repris son cours normal que dans l'après-midi. Et puis, 150 jeunes soupçonnés d'appartenir à des gangs urbains connus sur les appellations Chegué ou Kuluna ont été transférés ce lundi 15 décembre 2025 vers le centre de rééducation de Kanyama-Kasese dans la province du Olomami. Et à l'international, Afreximbank a posé la première pierre de son centre africain du commerce au Caire, un projet stratégique visant à renforcer les échanges commerciaux intra-africains et à accompagner la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Encore une fois, bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition du journal télévisé. Pour complicité de crimes contre l'humanité, l'ancien chef rebelle congolais Roger Lumbala a été condamné ce lundi 15 décembre 2025 à 30 ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises de Paris. La juridiction française l'a reconnu coupable d'avoir apporté aide et assistance à des actes de torture, à des traitements inhumains, ainsi qu'à des viols qualifiés de crimes constitutifs de torture. En plus de cette lourde peine de prison, la Cour a prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire français. Le verdict est intervenu à l'issue des délibérations menées par les juges et les jurés, clôturant un procès emblématique de la compétence universelle exercée par la justice française en matière des crimes internationaux. Roger Lumbala dispose d'un délai légal de 10 jours pour faire appel de cette décision. La motivation détaillée de l'arrêt qui répondra à l'ensemble des questions examinées lors du délibéré lui sera notifiée dans les prochains jours. Je l'ai dit en titre, la ville de Kinshasa s'est réveillée ce lundi 15 décembre 2025 dans une psychose causée par un appel anonyme invitant la population à observer une journée morte et à organiser des sit-ins en dépit de l'appel de l'autorité provinciale à une poursuite normale des activités professionnelles. C'est dans l'après-midi que la circulation a repris son cours normal. Didier Ilunga pour le constat. Dans la capitale congolaise, la circulation est restée globalement fluide ce lundi, contrastant avec les embouteillages récurrents observés ces derniers mois. En début de journée, l'activité est demeurée timide dans plusieurs quartiers avant de reprendre progressivement son rythme habituel au fil de l'après-midi. Par précaution, certains supermarchés et commerces de Kinshasa ont ouvert leurs portes plus tard que d'ordinaire en raison de l'annonce d'une marche prévue ce lundi. Une situation qui n'a toutefois pas entraîné de perturbations majeures dans la ville. En amont, l'autorité urbaine avait appelé les Quinoises et Quinois au calme, à la vigilance et au respect de l'ordre public. Elle a assuré que les forces de l'ordre étaient mobilisées pour garantir la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la libre circulation sur l'ensemble de la capitale. L'autorité a par ailleurs rappelé que toute perturbation des activités en dehors des décisions légalement établies est formellement interdite, tout en réaffirmant son attachement aux principes démocratiques et à l'unité nationale. Un message accompagné d'une pensée solidaire à l'endroit des populations victimes de la guerre à l'est du pays. Sur le terrain, un important dispositif policier a été déployé aux principaux carrefours et points sensibles de Kinshasa afin de prévenir tout incident et de maintenir la situation sécuritaire sous contrôle.
Et dans le cadre des festivités de fin d'année, les autorités de Kinshasa ont instauré une période de courtoisie routière allant du 15 décembre 2025 au 15 janvier 2026. Objectif, permettre aux usagers de régulariser leurs documents sans pression avant la reprise stricte des contrôles. Bonne nouvelle pour tous les conducteurs de la ville-province de Kinshasa. Le gouvernorat de Kinshasa annonce la prolongation de la période de courtoisie routière jusqu'au 15 janvier 2026. Le communiqué a été lancé à travers un télégramme de l'hôtel de ville de Kinshasa ce lundi 15 décembre 2025. La courtoisie routière n'est rien d'autre qu'une période de tolérance où les contrôles policiers sont allégés en vue de permettre aux conducteurs de circuler plus librement tout en les encourageant à mettre en ordre leurs documents, notamment le permis de conduire, les contrôles techniques, l'immatriculation, l'assurance et autres. Sur le terrain, les effectifs de la police sont réorganisés et des formations spécifiques en faveur de ces derniers sont annoncées. Un geste qui apaise les conducteurs en cette période de fête. Il est à signaler que passé le 15 janvier, le rigueur reprendra ses droits. L'occasion donc pour les automobilistes de faire preuve de civisme et d'anticipation. Dans une ville où le stress est permanent, la courtoisie est plus qu'un acte de citoyen, presque un devoir. Elle n'est pas un signe de faiblesse, mais bien des responsabilités. Plus qu'un code de conduite, c'est une culture à adopter, car la sécurité routière ne dépend du conducteur, pas que de règles, mais aussi du comportement de chacun. Parlons à présent de la crise sécuritaire à l'est de la RDC, le dialogue, une alternative à la guerre. L'idée exprimée en RDC depuis quelques mois rencontre un nouvel écho à mesure que la guerre empire. Ce week-end, le cardinal Fridolin Ambongo a une nouvelle fois appelé à la recherche d'une harmonie interne. Plus loin de la RDC, une voix s'est levée, celle du pape Léon XIV, exhortant pour un dialogue constructif, mais le chemin pour un dialogue de paix est encore lent. Patrick Ilunga. La tournure des combats dans la partie orientale du pays, les échecs dans le processus de paix à l'international vont-ils forcer les acteurs politiques à s'asseoir autour d'une table pour un dialogue de paix? C'est une éventualité de plus en plus évoquée pour taire les armes et épargner des vies. À Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, fidèle à sa réputation, a relevé qu'un processus de paix interne est préférable pour éviter plus de morts. Pour lui, un dialogue pourrait permettre au pays d'instaurer une paix désarmée et désarmante. Le cardinal estime que les processus à l'international ont atteint la limite, ce qui donne raison à l'initiative du pacte social pour la paix, chère aux évêques de la Senko et aux pasteurs de l'ECC. Ambongo estime que ces processus internes élargis à la sous-région s'imposent comme un chemin incontournable vers la paix. L'appel au dialogue est également lancé par le pape Léon XIV. J'exhorte les parties en conflit à cesser toute forme de violence et à rechercher un dialogue constructif dans le respect des processus de paix en cours, a écrit le souverain pontife. Nul, cependant, ne sait quel écho pourrait avoir ces appels au dialogue. Le président Félix Tshisekedi, qui a qualité d'initier une table ronde pour la paix, s'est toujours refusé à ouvrir des discussions internes avec ceux qui font montre de complaisance à l'égard des agresseurs. Le chef de l'État va-t-il reconsidérer sa position, histoire de renforcer une cohésion interne à travers des pourparlers sincères? La réponse à cette question relève elle-même du pouvoir discrétionnaire du premier des Congolais. Dans un contexte sécuritaire marqué par la persistance des affrontements à l'est de la République démocratique du Congo, les autorités ont procédé à la désignation d'une coordination du mouvement des Wazalendo, ces volontaires engagés aux côtés des forces armées de la RDC. Objectif affiché: organiser, encadrer et harmoniser leurs actions sur le terrain alors que le mouvement fait face à de nombreux défis, notamment la coexistence avec l'armée régulière, la discipline interne et l'élargissement du théâtre des opérations vers le sud du pays. José Junior Ouawa. La désignation d'une coordination officielle de Wazalendo marque une étape importante dans la structuration de ce mouvement patriotique né dans un contexte de résistance face à l'insécurité persistante dans l'est de la République démocratique du Congo. Sur le terrain, les Wazalendo sont nombreux mais difficilement quantifiables. Leur force repose davantage sur une mobilisation populaire spontanée que sur un encadrement militaire classique.
hommes et jeunes volontaires, souvent issus de communautés locales, se disent hautement motivés à défendre l'intégrité territoriale du pays, parfois au prix de leur sacrifice suprême. La nouvelle coordination est appelée à jouer un rôle clé, centraliser les actions, éviter les initiatives isolées et surtout réduire les frictions avec les FARDC dans un contexte où le commandement concurrent reste un défi majeur, car sur le terrain, la cohabitation entre les Wazalendo et l'armée régulière n'est pas toujours fluide. L'absence par le passé d'une chaîne de commandement claire a parfois conduit à des malentendus opérationnels, voire à des chevauchements d'ordre dans des zones de combat sensibles. Autre défi majeur, la discipline. Si la majorité des volontaires agit avec un esprit patriotique affirmé, certains éléments sont pointés du doigt pour des comportements incontrôlés, incompatibles avec les exigences d'une action militaire coordonnée. La nouvelle structure devra donc imposer des règles minimales de conduite afin de préserver la confiance des populations civiles. Par ailleurs, les récents développements sur le terrain inquiètent une déportation progressive des affrontements vers le sud, à proximité du Grand Katanga, une zone jusque-là en marge des principaux théâtres d'opération de Wazalendo. Cette évolution géographique soulève des inquiétudes tant sur le plan sécuritaire que logistique et renforce la nécessité d'une coordination efficace et reconnue. Dans ce contexte difficile, la réussite de la coordination de Wazalendo dépendra de sa capacité à canaliser une énergie populaire réelle tout en s'inscrivant dans une complémentarité stricte avec les forces armées, seules détentrices du commandement militaire et légal. Un groupe de 150 jeunes soupçonnés d'appartenir à des gangs urbains communément appelés Chegué ou Kuluna a été transféré ce lundi 15 décembre 2025 vers le centre de rééducation de Kanyama-Kasese dans la province du Olomami. Dans mon mat pour plus de détails. Ces interpellations font suite à une série d'opérations menées ces derniers jours dans plusieurs quartiers de Lubumbashi dans le cadre de la campagne sécuritaire dénommée Zéro Chegué. L'opération est pilotée par le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba, chef provincial de la police nationale congolaise dans le Haut-Katanga. Avant leur acheminement, les jeunes concernés ont reçu des équipements de base, notamment des uniformes, des casquettes et des bottes de travail fournis par le service national. Selon les autorités, une fois installés à Kanyama-Kasese, les transférés bénéficieront d'un encadrement structuré axé sur la discipline, la rééducation et l'apprentissage de métiers sous la supervision du service national. Cette action, soutenue par le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national, vise à réduire l'insécurité urbaine dans le Haut-Katanga, particulièrement à Lubumbashi, tout en favorisant la réinsertion sociale de ces jeunes. Les services de sécurité précisent par ailleurs que les personnes arrêtées par erreur lors des rafles ont été libérées après un processus de vérification approfondie. Et la session ordinaire de septembre 2025 du Parlement congolais s'est officiellement clôturée ce 15 décembre 2025 après plusieurs mois d'intenses travaux budgétaires. L'Assemblée nationale et le Sénat ont concentré leurs efforts sur l'adoption et l'examen de la loi de finances 2026, la reddition des comptes de l'exercice 2024 ainsi que l'élection de Aimé Boji Sangara au poste du président de la Chambre basse du Parlement, un exercice marqué par des débats parfois vifs, faisant de cette session l'une des plus mouvementées de la législature. José Junior Ouawa. Mouvementé dans ses débits par la vague de pétitions visant de membres du bureau, dont le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, cette session devrait être l'une des plus agitées de la législature. Mais malgré l'agitation, les choses se sont calmées à la suite de l'élection d'Aimé Boji Sangara à la tête de la Chambre basse du Parlement. Dans ce contexte particulier marqué par l'insécurité dans l'est du pays, les parlementaires se sont attelés pendant cette session essentiellement budgétaire à proroger régulièrement l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Le budget 2026 étant la principale matière a été déposé et adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, puis transmis au Sénat pour une seconde lecture. Présenté un équilibre budgétaire avec un montant global estimé à 59 milliards de francs congolais, soit 20 milliards de dollars, soit une hausse de 16% par rapport à l'exercice précédent, l'adoption de ce budget
a été faite en plénière en recueillant une majorité écrasante à l'Assemblée nationale par exemple avec 428 voix pour et 2 contre. Selon le gouvernement, ce budget vise notamment à renforcer les services publics, la sécurité, les infrastructures et le développement économique du pays. Autre grande réalisation de la session, la réception du projet de loi portant reddition de comptes de la loi de finances 2024 par l'Assemblée nationale, puis transmis au Sénat pour examen approfondi. Ce texte constitue un instrument clé de transparence budgétaire en évaluant l'exécution de ressources et de dépenses de l'année précédente. Outre les travaux budgétaires, le Sénat a déclaré recevable de nouveaux projets de loi et adopté plusieurs propositions en fin de session, notamment autour du régime foncier et immobilier et d'autres dossiers législatifs. Voilà, vous venez là de suivre un reportage de José Junior Ouawa, qui est d'ailleurs l'intervenant de ce soir, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Madame Damani, bonsoir aux téléspectateurs de Géopolis Télévision. Alors José Junior Ouawa, les deux chambres du Parlement clôturent la session budgétaire de septembre. Que peut-on retenir du bilan de cette session ? Oui, comme je dis dans ce commentaire, effectivement, c'est une session qui a commencé par l'agitation au lendemain du dépôt d'un certain nombre de pétitions contre le membre du bureau, dont Vitel Kamere, qui en était le président. Et finalement, après les départs de Vitel Kamere, tout de suite, la mécanique a fait que les élections se sont fait organiser. Et finalement, c'est l'ancien ministre de l'Industrie et du budget à l'époque, Mouibouji et Sangara, qui a pris les commandes de la Chambre basse du Parlement. C'est la plus grande, la première institution de notre Parlement. Et finalement, et après l'élection de Bougie, vous avez constaté le dépôt par le gouvernement d'un projet de loi de finances 2026 qui a été déposé par le gouvernement, la Première ministre elle-même, suivie de ses différents adjoints. Et aujourd'hui, cette loi a été validée au niveau de l'Assemblée nationale, validée au niveau du Sénat et finalement, on attend que le président de la République puisse finalement promulguer pour son exécution dès le 1er janvier 2026. Et au-delà de cela, j'ai dit dans le reportage que nous avons aussi assisté au dépôt et à l'examen de la loi portant la reddition des comptes de l'exercice 2024 qui a été fait dans les délais. Donc on peut dire dans une certaine mesure, en tout cas, la session a été une réussite, en tout cas parce que la majorité de matières inscrites avait été finalement débattue et puis votée par les députés et sénateurs. Voilà, José Junior, avec ce budget, peut-on être optimiste pour les années prochaines en termes de prise en charge des défis auxquels le pays est confronté actuellement? Voilà, il y a vraiment de le croire parce qu'aujourd'hui, vous avez un budget de plus de 20 milliards de dollars, c'est plus de 60 milliards de francs congolais. C'est un budget ambitieux, c'est l'un des plus importants de la sous-région, avec beaucoup d'ambition. Imaginez par exemple le secteur de la sécurité qui pose problème aujourd'hui dans le pays. La RDC, qui dispose d'une loi de programmation militaire, a consacré 30% de son budget pour la défense nationale, ce qui est énorme aujourd'hui parce que ça représente quelque chose comme 11 milliards de francs congolais, ce qui est beaucoup, beaucoup d'argent en fonction de ce que nous avons aujourd'hui. Vous avez la deuxième priorité du gouvernement, économique, infrastructure et agriculture, qui déjà bénéficie également de 11 milliards de francs congolais, à peu près 30%, un peu plus de 30% du budget national. Vous trouvez aussi d'autres secteurs aussi importants que celui de l'éducation, où la RDC a un grand chantier, notamment ce qu'on appellerait la gratuité d'enseignement primaire. Le président a même émis le vœu de pouvoir étendre justement cette gratuité dans les secteurs de l'éducation au-delà de l'éducation des bases, étendre justement au secondaire, peut-être à un certain moment, parce que c'est une réforme importante pour le pays. Aujourd'hui, avec la mise en place de cette réforme, et qui est celle de la gratuité de l'enseignement, la RDC compte aujourd'hui plus de 6 millions d'élèves qui ont rejoint les chemins de l'école, qui étaient en rupture scolaire, qui ont retourné les chemins de l'école. Et l'État y investit finalement plus de 6 milliards de francs congolais pour cette année, pour le budget qui commence. Et un autre secteur aussi important que l'éducation, le secteur de la santé. Vous savez que la RDC est basée sur un grand projet de ce qu'on appellerait la couverture santé universelle. Et aujourd'hui, la maternité gratuite qui a commencé, on est dans l'étape de Kinshasa et certaines provinces, notamment du Katanga.
et du Grand Katanga, et le gouvernement y investit 5 milliards de francs congolais et estime aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses. Et au-delà de la santé, vous avez le secteur protection sociale avec tout ce que nous avons comme situation humanitaire. Vous avez un peu plus de 1 milliard de francs congolais, donc beaucoup de défis et qui porte à croire que si jamais ce budget est effectivement mobilisé tel que souhaité, nous pouvons avoir quand même un certain nombre de changements. Et surtout, il y a encore des défis sur les plans de l'encadrement justement de ces budgets. Comment est-ce qu'il faut lutter contre les dépassements budgétaires, le respect de ce qui doit être dit, et parce que régulièrement il y a des rapports des ONG et d'autres, et la Cour des comptes qui montrent effectivement qu'il y a souvent, on respecte rarement les lignes budgétaires telles qu'elles dictées. S'il y a une certaine rigueur dans ces secteurs-là, avec tout ce qu'on a comme institution de Bretton Woods qui aide le pays pour encadrer ce budget, je crois qu'il y a lieu de penser que les choses peuvent aller en 2025, en 2026, si tant est que la situation sécuritaire soit telle que nous le souhaitons, une certaine stabilité sur le plan sécuritaire. Voilà, merci à vous, José Junior Ouawa, pour tous ces détails. Merci beaucoup, madame. La chancellerie des ordres nationaux a procédé ce vendredi 12 décembre 2025 à la décoration solennelle des mandataires et agents du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEC, lors d'une cérémonie organisée à son siège de Kinshasa, Gombe. Cette reconnaissance officielle salue l'engagement loyal et constant du CEC au service de la République démocratique du Congo, notamment dans la traçabilité, la certification et la valorisation des ressources minières, piliers essentiels de la gouvernance extractive nationale. La Suède. C'est dans une ambiance festive que s'est déroulé ce vendredi 12 décembre 2025 au siège de la chancellerie des ordres nationaux la cérémonie de décoration des cadres et agents du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales, CEC. Le chancelier des ordres nationaux a remis personnellement les médailles aux lauréats pour leur loyaux services. 5 membres du conseil d'administration ont reçu la médaille d'or du mérite civique, tandis qu'une vingtaine de cadres et agents ont été honorés des médailles d'or, d'argent et de bronze. Le sacre du CEC est tributaire d'un atout supplémentaire, dicté par les investissements innovants, et particulier en l'occurrence l'acquisition de laboratoires ultramodernes, assises techniques de la souveraineté minière de la République. Au cœur de cette reconnaissance également, les laboratoires ultramodernes du CEC, devenus des outils essentiels pour le contrôle, la traçabilité et la certification des ressources minières. Des investissements salués au plus haut niveau de l'État, le laboratoire de Moussampo étant désormais qualifié de laboratoire national, une première depuis l'indépendance. Les mérites civiques octroyés aux mandataires et au personnel du CEC jettent les jalons de la conscience patriotique pour préserver les standards internationaux à l'instar des autres autorités de certification. Dans un contexte mondial de transition énergétique, le CEC joue un rôle central dans l'identification et la valorisation des minéraux critiques, longtemps exportés sans contrôle. Pour les lauréats, cette décoration est un honneur, mais aussi une responsabilité. Préserver les standards internationaux et défendre les intérêts économiques de la République démocratique du Congo. À travers cette cérémonie, l'État congolais réaffirme une conviction: la souveraineté minière se construit par l'expertise, la rigueur et le mérite civique. De la parole aux actes, Barrick Mining Corporation vient de poser un geste fort en lançant la deuxième phase de réintroduction des rhinocéros blancs dans le parc de Garamba, situé dans la province du Haut. Par les conflits et les braconnages. De plus amples détails avec Dieudonné Bonali. En collaboration avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature, Conservation Solutions, Rhino Wild, Barrick, la jointe venture Kibali Gold Mine et African Park, ci-devant gestionnaire du parc national de la Garamba depuis 2005,
24 rhinocéros blancs supplémentaires ont été introduits avec succès le 10 décembre dernier dans les 10 parcs. Cette initiative, qui fait suite à la réintroduction récue de 16 rhinocéros blancs entre les 3 et le 9 juin 2023, s'inscrit dans le cadre d'un partenariat à long terme visant à restaurer et à préserver la biodiversité dans la région. Ce qui porte le nombre total de rhinocéros blancs introduits dans les parcs à 44, sur les 72 attendus, dont 64 pour la République démocratique du Congo et 8 pour l'Ouganda. Alors, 72, c'était effectivement le lot suivant, dont 64 pour la RDC. 8 restent en chemin à Entebbe. L'Ouganda aide beaucoup pour toute cette opération. Voilà, donc il devait y en avoir 64. 24 sont arrivés donc hier. Et dans le courant janvier, nous devrions en ramener encore 32. Prenant la parole en anglais lors de cette cérémonie, Yann Jacob, directeur des opérations de Kibali Gold Mine, représentant la société minière Barrick, a déclaré « C'est vraiment un honneur pour Kibali de faire partie de ces projets de conservation de la biodiversité, un projet qui réussit. Nous sommes heureux de célébrer ensemble cet événement. Une chose à mentionner ici, nous voulons laisser un héritage durable dans les zones où nous opérons. C'est la philosophie des Barrick. Nous voulons laisser aussi quelque chose de durable une fois que les réserves aurifères seront épuisées. Il s'agit d'une industrie touristique florissante. Pour acheminer avec succès ces 24 rhinocéros, il a fallu affréter un Boeing 747, un avion cargo de marque C-130, une flotte de camions et surtout une collaboration entre les différents partenaires. Rendez-vous pris pour le mois de janvier prochain pour l'arrivée des 24 derniers rhinocéros blancs. Autre chose, à présent, le ministère de la Santé a lancé officiellement ce lundi 15 décembre un projet majeur du renforcement de la résilience face aux urgences sanitaires en République démocratique du Congo. Objectif, améliorer la capacité du pays à détecter rapidement les épidémies comme le choléra, la rougeole ou encore l'mpox qui a déjà fait plus de 27 000 cas. Ce projet vise à améliorer la résilience du système de santé à travers le renforcement des capacités locales, l'amélioration du diagnostic, la surveillance épidémiologique, l'analyse des données, l'engagement communautaire et la coordination multisectorielle. Les résultats attendus incluent une meilleure alerte précoce, une confirmation plus rapide des cas, le renforcement des mécanismes d'analyse, des flambées et des investissements durables et infrastructures et équipements mis en œuvre de septembre 2025 à mars 2026. Le projet couvrira plusieurs provinces dont Kinshasa et bénéficiera à plus de 1,2 million de personnes directement et près de 4,8 millions indirectement. En sport, les Léopards de la RDC ont débuté leur préparation dimanche 14 décembre dans la soirée à Alicante en Espagne où se tient leur stage du 13 au 18 décembre 2025. Les Fauves congolais y joueront un match amical de fixation face à la Zambie ce mardi. Blaise Kouzola. Le compte à rebours est officiellement lancé pour les Léopards de la République démocratique du Congo en vue de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Ce dimanche 14 décembre, les hommes de Sébastien Desabre ont effectué leur première séance d'entraînement à Alicante en Espagne, marquant le début de leur stage de préparation. Dans une ambiance studieuse et concentrée, les Léopards se sont retrouvés sur la pelouse du centre d'entraînement d'Algorfa. Un objectif clair, arriver prêt et compétitif au rendez-vous continental. Intensité, discipline et détermination ont rythmé cette première séance sous l'œil attentif du staff technique. Point culminant de ces stages, un match amical de haut niveau est prévu ce mardi 16 décembre au stade Pinatar Arena de Murcia à 16h heure locale face à la Zambie. Cette rencontre servira de test majeur pour évaluer l'état de forme du groupe et peaufiner les derniers réglages tactiques avant la CAN. Les Léopards quitteront l'Espagne le 18 décembre prochain pour allier Rabat afin de poursuivre leur préparation. Mesdames et messieurs, l'actualité c'est aussi en dehors de nos frontières nationales. Place à présent à la page internationale.
Je l'avais dit au sommaire, Afreximbank a posé la première pierre de son centre africain du commerce au Caire, un projet stratégique destiné à renforcer les échanges commerciaux intra-africains et à accompagner la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Le projet accueillera également le siège de la Banque panafricaine. Suivez. Pensé comme un futur hub stratégique du commerce intra-africain, ce centre entend accompagner la transformation économique du continent et donner une impulsion concrète à la zone de libre-échange continentale africaine, la ZECLAF. Implantée dans la nouvelle capitale administrative égyptienne, l'Afreximbank African Trade Center se veut une plateforme panafricaine de référence réunissant institutions financières, entreprises, investisseurs et décideurs publics. L'objectif est clair, faciliter les échanges commerciaux, soutenir les entreprises africaines et accélérer l'intégration économique du continent. Le projet s'inscrit pleinement dans la dynamique de la zone de libre-échange continentale africaine, entrée en vigueur en 2021 avec l'ambition de créer un marché unique de 54 pays et plus de 1,3 milliard de consommateurs. Pour Afreximbank, ces centres africains du commerce doivent devenir des leviers opérationnels de la ZECLAF en levant les obstacles logistiques, financiers et institutionnels qui freinent encore le commerce intra-africain, aujourd'hui inférieur à 20% des échanges du continent. Le site du Caire est ainsi appelé à devenir le centre névralgique d'un futur réseau des hubs commerciaux déployés à travers l'Afrique. Avec ce projet structurant, Afreximbank entend renforcer son rôle de bras financier de l'intégration africaine et transformer les ambitions de la ZECLAF en réalité économique tangible au service des entreprises et des États africains. Les autorités guinéennes ont officialisé l'acquisition intégrale de l'opérateur télécom Areba, anciennement appelé MTN Guinée, dans un décret signé jeudi 11 décembre. Le deuxième opérateur téléphonique du pays était jusqu'à la fin de l'année dernière majoritairement contrôlé par le groupe sud-africain MTN. En décembre de l'année dernière, l'État guinéen avait déjà pris le contrôle d'Areba en reprenant les 87,5% du capital détenu par le groupe télécom sud-africain MTN. Il s'agissait d'un simple échange de dettes contre actions car MTN devait de l'argent à Conakry. Restaient les parts toujours détenues par SAM GBM, le groupe de l'homme d'affaires guinéen Mamadou Antonio Souaré. Désormais, le décret présidentiel stipule que l'État détient 100% du capital social et des droits de vote de l'opérateur téléphonique. Areba devient une société publique anonyme dotée d'une autonomie financière et de gestion sous la tutelle technique du ministère des Postes et Télécommunications et la tutelle financière du ministre de l'Économie et des Finances, avec en parallèle la relance de Guinée Télécom qui s'occuperait des infrastructures. Les autorités guinéennes affichent une volonté de reprise en main du secteur des télécommunications. Façon de vous informer, mesdames et messieurs, c'est avec la revue de presse dans une sélection et commentaires de Dans mon mat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Info 27 revient sur la sortie du secrétaire d'État américain Marco Rubio dénonçant une violation flagrante des accords de Washington par le Rwanda et promettant des mesures pour en garantir le respect. Une déclaration publique inhabituelle par sa netteté commente la consoeur et acte l'échec d'une séquence de retenues internationales face à l'escalade sécuritaire dans l'est de la RDC. Washington nomme désormais le fait, désigne les responsabilités et assume une rupture de ton après avoir accusé Kigali au Conseil de sécurité de diriger, d'équiper et de soutenir militairement le M23 jusqu'au déploiement des drones suicides. Reste la question centrale, quelles mesures? Sanctions ciblées, pression diplomatique accrue ou remise en cause des partenariats stratégiques? Dans le potentiel, le constat est plus sévère. Incapables d'en garantir l'application, les États-Unis apparaissent comme des parrains impuissants
d'un processus qu'ils ont eux-mêmes porté pendant que les rebelles de l'FCM23, soutenus par le Rwanda, poursuivent leur progression militaire. Washington se limite à des appels routiniers au retrait des troupes rwandaises sans sanctions sévères ni pression ciblée. Pour de nombreux observateurs, commentent les tabloïds, ces injonctions sans mesure coercitive relèvent d'une politique de l'autruche. Africa News évoque un vif débat autour des deals récemment négociés par Washington, qualifiés de paix sans véritable paix. Le média souligne les préoccupations liées à la reprise des hostilités sur le terrain et rappelle que Donald Trump a conclu plusieurs accords avec des pays comme l'Australie, le Japon, la Corée du Sud ou encore l'Ukraine, souvent jugés peu contraignants et trop favorables aux intérêts américains. Dans Géopolice Hebdo, l'accent est mis sur la contre-offensive médiatique conduite par Patrick Mouyaya. Lorsque les accords sont violés, écrit le journal, la parole devient une arme. Face à une guerre hybride, la RDC a structuré sa communication, harmonisation des éléments de langage, refus de l'ambiguïté, nomination claire des faits et internationalisation du narratif. En opposant les faits à la désinformation, Kinshasa a cherché à empêcher la banalisation de l'agression et à fixer les responsabilités tout en mobilisant sans hystériser. La Référence Plus rapporte la prise de parole forte du cardinal Fridolin Ambongo à la clôture de la 15e assemblée plénière de l'ACAC. Il a exprimé sa profonde inquiétude face à la détérioration de la situation sécuritaire dans l'Est après l'occupation d'Ouvira par le M23 AFC, survenue peu après l'entérinement des accords de Washington. À ses yeux, la chute d'Ouvira remet sérieusement en question la crédibilité de certains processus de paix. À la une de la manchette, les chefs de l'Église catholique ont mis en exergue le pacte social de la CENCO et CC comme seule voie pour que l'Est de la RDC et la région du Grand Lac retrouvent la paix et la cohésion. Enfin, le quotidien rapporte qu'un incendie dévastateur a ravagé plus de 90% du marché Wenze-Arai dans la commune de Lingwala à Kinshasa dans la nuit du 13 au 14 décembre 2025. Selon l'agence congolaise de presse, les sinistres s'est réduit à un court-circuit électrique, soulevant de nouvelles questions sur la sécurité incendie et la gestion des marchés. Fin de cette revue de presse. Au revoir. C'est ainsi que s'achève cette édition, mais avant de vous quitter, je vous rappelle les trois principaux titres. À Kinshasa, la journée de ce lundi 15 décembre 2025 a débuté dans un climat de psychose. Un appel anonyme invitant à une journée morte et à des sit-ins a perturbé les activités malgré l'appel des autorités provinciales à la poursuite normale du travail. La circulation n'a repris son cours normal que dans l'après-midi. Et puis 150 jeunes soupçonnés d'appartenir à des gangs urbains connus sous les appellations Shege ou Kuluna ont été transférés ce lundi 15 décembre 2025 vers le centre de rééducation de Kanyama-Kasese dans la province du Olomami. Enfin, Afreximbank a posé la première pierre de son centre africain du commerce au Caire, un projet stratégique visant à renforcer les échanges commerciaux intra-africains et à accompagner la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci de votre confiance et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et surtout, prenez soin de vous. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.